À ma droite, Charles Robinet-Dufaux, président du groupe ENER, Georges Gaspard, président directeur général de l'IRECO, et Philippe Dornano, directeur général de Cisley. Alors là, l'objectif, c'est un petit peu de revenir en France et de se demander comment faire grandir, d'abord comment développer les ETI, comment les faire grandir. On a devant nous, je suis vraiment désolé de rappeler le temps, mais vous savez, on accueille en fait Frédéric Lefebvre à 16h15, et comme on voulait quand même marquer une courte pause technique, c'est pour ça que je suis un petit peu exigeant sur les horaires cet après-midi. Un ministre en général, c'est à l'heure, en tout cas je l'espère. Donc on va se donner une grosse vingtaine de minutes ensemble pour évoquer ces sujets. On va faire au mieux, en tout cas, et peut-être commencer ensemble, Charles, sur un petit peu resituer peut-être la problématique en Europe des ETI. Il n'y a rien à faire, ça marche tout seul. Ce qu'elle pèse finalement dans l'économie et ce qu'on évoquait un petit peu à l'instant, en quoi nous sommes un peu différents d'elle finalement. Bien, avec grand plaisir. Je devais passer rapidement un message aujourd'hui sur le rôle finalement de cette organisation qui s'appelle EFB, European Family Businesses, GEF, anciennement le GEF que certains d'entre vous connaissent, dont on a parlé avec Yvon Gattaz, le groupement européen des entreprises familiales, qui a changé de dénomination pour maintenant être European Family Businesses, donc dans lequel on retrouve évidemment énormément d'ETI. Donc simplement pour vous donner des informations justement sur le travail qui est fait au niveau européen par les représentants finalement des associations comme ASMEP et des autres associations de type ASMEP dans au moins 12 pays aujourd'hui européens qui se sont réunis à partir de 1997. Et j'ai l'honneur d'être vice-président du GEF, de EFB GEF depuis 1999. Contrairement aux apparences avec mon ami Peter von Moller que vous avez entendu, je suis le plus ancien vice-président. Je représente la France. Il y a donc un Allemand et un Espagnol. Et aujourd'hui, le président du GEF que vous connaissez, Philippe Aminoff, est finlandais. Il est formidable. Il fait un très beau travail. Alors, le GEF, aujourd'hui, EFB GEF, c'est 9300 entreprises, plus de 1000 milliards d'euros de chiffre d'affaires représentés, 9% du PIB européen et 5 millions d'emplois. Je sais bien que beaucoup d'entre vous sont très étonnés de savoir que les entreprises européennes sont représentées à Bruxelles, parce que nous-mêmes, on en étonne chaque semaine beaucoup au niveau des instances européennes qui n'ont pas cette habitude de parler des entreprises familiales et de savoir que 20% des plus grosses entreprises européennes sont familiales. Alors, pourquoi l'entrepreneuriat familial compte pour l'Europe? Je crois qu'il faut quand même le rappeler. Tout d'abord, évidemment, tous les États ont besoin d'entreprises prospères. Deuxièmement, l'entrepreneuriat familial constitue la première forme d'entreprise, la forme basique de l'entreprise. Et en comparaison, ces entreprises emploient davantage de collaborateurs, davantage de salariés. Donc les aider, c'est aider l'emploi. Elles se développent et entraînent leur région. Peter en a parlé, c'est très fortement ancré en Allemagne, mais à travers toute l'Europe. Et encore une fois, le GEF et le FBGEF développent des points communs entre tous les pays européens. Donc on n'est pas strictement dans la définition qu'Yvon Gattaz utilise pour les ETI et les entreprises familiales en France, mais là on est dans un consensus, puisque l'entreprise familiale en tant que telle, patrimoniale, est malgré tout vue différemment dans certains pays d'Europe. Les problématiques de majorité, de gouvernance ne sont pas toujours les mêmes, et on essaye d'avoir un consensus. Bien sûr, en tout cas, elles veulent développer les régions dans lesquelles elles sont nées et auxquelles elles tiennent, même si elles se développent à l'international. Ensuite, on veut également expliquer aux autorités européennes que la capacité finalement de développement, le potentiel de développement réside dans des entreprises qui existent déjà. Ça paraît très simple comme idée et plein de bon sens, mais on est très favorable bien sûr au niveau européen pour la création d'entreprises, le développement des start-up, toutes ces aides finalement à la création, mais on rappelle nous au niveau de EFB-GEF que aider une entreprise à se transmettre, l'aider à se développer, surtout quand elle devient importante et qu'elle a véritablement en face d'elle des leaders mondiaux, c'est crucial pour le développement économique des différents pays. Alors voilà, nous sommes également toujours en train de rappeler que ces entreprises, vous le savez tous, vous le représentez ici, sont focalisées sur leur pérennité. Et donc très rapidement, quelques recommandations que fait le GEF, EFB-GEF, au niveau européen en ce qui concerne les entreprises familiales. Alors je me suis concentré ici sur des recommandations fiscales parce que ça a été un gros thème de la journée.
Mais simplement, en préambule, je dirais que la plus importante finalement des recommandations qui est faite par notre fédération aujourd'hui, c'est d'engager les États à favoriser une éducation très proche de l'entrepreneuriat, qui favorise l'entrepreneuriat familial de la première, deuxième, troisième génération, et qui véritablement rassemble l'univers éducatif et l'univers de l'entreprise, et plus facilement des entreprises familiales, parce que, comme je le disais, le fait qu'elles soient présentes dans leur région fait qu'il y a une proximité facile dès qu'on peut l'aider avec les universités. Alors rapidement, quelques idées de recommandations fiscales, et encore une fois, on est certainement là moins précis que ce que l'ASMEP peut être en France, dans la mesure où je parle de consensus européen, et il y a des pays qui ont bien avancé, beaucoup mieux encore que la France, comme l'Espagne. Fernando le disait tout à l'heure, l'Espagne est déjà au-delà des problématiques fiscales avec le travail exemplaire fait par l'Instituto Espagnol. Alors très simplement, nous préconisons au niveau du GEF un système d'imposition du revenu commun et unique entre l'entreprise et son propriétaire. Nous demandons également qu'il y ait une neutralité fiscale entre l'endettement, les capitaux propres. Nous souhaitons une neutralité fiscale entre les dividendes et les plus-values. Et bien entendu des mesures favorables pour les transmissions d'entreprises et une neutralité fiscale entre les différents types d'entreprises pour ne pas défavoriser les entreprises familiales. Voilà, comme on n'a que 20 minutes, je pense que... Non, mais c'est une bonne introduction. On va rester de toute façon sur le thème de la fiscalité. Je vais peut-être proposer à Georges Gaspard de nous faire également part, puisque vous avez collectivement travaillé à une plateforme de recommandations également, et de, non pas de demande, mais en tout cas de souhaits. Alors j'aimerais peut-être qu'on l'évoque et que vous replaciez dans ce contexte un petit peu quelles sont vos priorités dans l'univers. Je ne sais pas d'ailleurs si ce qu'a dit tout à l'heure le ministre de l'économie est rassurant ou pas, d'ailleurs, en matière de ce qui se prépare. Et ce que l'on souhaiterait, c'est une cohérence, je dirais, de l'État vis-à-vis des entreprises intermédiaires, puisque, Madame Lagarde nous l'a dit, un des objectifs dans la compétitivité de l'entreprise, c'est d'avoir des fonds propres et des financements. Le seul problème, c'est que plus une entreprise fait de résultats, plus elle vaut cher, plus elle paye d'impôts directs, premièrement, et deuxièmement, au travers de ses actionnaires, par rapport à l'ISF, donc, qui est un impôt qui n'a aucun lien, je dirais, avec les revenus de l'entreprise, ni avec ce bien. Et donc, la façon dont elle en parlait, vous voulez peut-être probablement dire qu'il serait toujours là dans quelques temps. J'ai l'impression en écoutant ce qu'on entend tout à l'heure. On ne sait pas, mais en tout cas, c'était plutôt genre, vous rassurez-vous, on ne touchera pas à ça, mais enfin, on ne sait pas trop encore. Nous, ce que nous souhaitons, c'est nous battre non pas sur un plan général, mais sur le plan de l'intérêt de l'entreprise. Donc, c'est d'essayer de déterminer la meilleure formule pour que nous puissions avoir un maximum d'exonération au niveau de cet impôt. C'est une des raisons pour lesquelles, depuis quelque temps, nous essayons de déterminer peut-être une catégorie d'entreprises qui s'appelle donc un patrimoine entrepreneurial, qui ne pourrait pas être retoqué par le Conseil constitutionnel, puisque c'est un des grands dangers qu'il y a lorsqu'une niche ou une spécificité est mise en place. Donc ça pourrait s'appliquer à la totalité des parts et actions d'entreprises, et donc de constituer à l'identique des œuvres d'art, un patrimoine constitué donc de parts et actions d'entreprise et qui pourrait être exonéré et ne pas rentrer dans l'assiette de l'ISF. D'autres choses, d'autres priorités ? Avant peut-être de donner la parole à Philippe Dornano pour un complément sur ce sujet et de parler aussi du social. Donc ceci actuellement est donc l'enjeu majeur, et les différentes réunions que nous avons eues avec le président Gattaz et sur les différents intervenants que nous avons rencontrés a été basée là-dessus, puisque nous ne nous battons pas pour la suppression de l'ISF, mais pour la suppression de l'ISF qui vient entraver la bonne marche des entreprises. À l'inverse, les droits de transmission qui étaient, je dirais, pharaoniques pendant une paire d'années, ont eu une amélioration sensible. Et maintenant, des ETI peuvent se transmettre
J'ai eu la chance de pouvoir le faire puisque j'ai transmis mon entreprise à mes enfants sous la loi Dutreil. Seulement, nous avons encore un certain nombre de contraintes qui sont, je dirais, la perte des droits de vote. Quand vous le faites comme moi, assez jeune, je dirais une transmission à vos enfants, vous perdez la totalité du contrôle de votre entreprise, qui n'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment un gros défaut dans le système de transmission. Et puis la deuxième chose que nous réclamons également, c'est la possibilité de reconfiguration de l'actionnariat lorsqu'il y a l'engagement individuel qui a démarré dans la transmission, de pouvoir au travers donc de l'ancien regroupement des membres du pacte, de pouvoir faire des reconfigurations d'actionnariat dedans. Ce sont les deux grandes demandes que nous faisons pour assouplir, je dirais, cet engagement de conservation qui est quand même une belle avancée dans la transmission des entreprises, même si ça reste encore très difficile. Alors Philippe Dornano, moi j'ai lu effectivement les plateformes que vous m'avez adressées. C'est vrai qu'on y trouve beaucoup de remarques de bon sens. On parlait de gouvernement pro-business en Angleterre. Et c'est vrai, quand on entend le ministre de l'économie, on a le sentiment qu'elle est pro-business aussi. Et pourtant, vous êtes de ceux qui disent que vous avez le sentiment que les ETI sont mal comprises des pouvoirs publics encore. Est-ce que l'on peut quand même en dire un mot du contexte avant de poursuivre sur vos demandes ou vos réflexions fiscales, au plan fiscal, avant de parler du social ? Je crois que surtout ce qui n'a pas été compris, c'est que les conséquences de la fiscalité du patrimoine sur les ETI. Et ça a été l'une des grandes raisons de la création de la SMEP. On comprend que la fiscalité du patrimoine touche des riches contribuables, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est les conséquences que ça a sur les entreprises et sur cette pérennité dont on a besoin pour développer nos affaires. Pour développer une marque mondiale, il faut du temps. Voilà. Il faut du temps et souvent il faut passer de génération si on veut vraiment devenir une entreprise importante. Et donc on se retrouve confronté à une transmission d'entreprise, on se retrouve confronté à la deuxième, voire la troisième génération. Et là, on a une fiscalité du patrimoine qui joue un rôle catastrophique en France et qui sans doute explique une partie de la faiblesse des ETI françaises. Alors on a résolu en partie maintenant le problème des transmissions. On a un coût de transmission qui est plus élevé que certains pays européens, mais qui maintenant permet d'envisager des transmissions d'entreprises. Par contre, on n'a pas du tout résolu le problème sur l'ISF, puisque l'ISF est psychologique. Comment demander à la deuxième génération à certains de payer alors qu'ils n'ont pas d'intérêt spécifique à une entreprise, et à ceux qui sont dans l'entreprise de ne pas payer. C'était quelque chose qui détruit l'entente à l'intérieur de l'actionnariat. Et nous, ce qu'on a besoin pour développer nos entreprises, c'est d'avoir un actionnariat stable. Donc c'est purement psychologique. Le rendement de l'ISF est extrêmement faible. L'économie, d'ailleurs, pour passer de 75 à 100% sur les packs, c'est 41 millions d'euros. C'est-à-dire un montant qui est extrêmement faible. Mais par contre, ça a des conséquences qui sont dramatiques si ça pousse des entreprises à se vendre. Donc notre combat reste d'essayer d'obtenir qu'au moins sur les parts d'entreprise, on prenne conscience de l'importance que les entreprises ont pour le pays, et qu'au moins pour les parts d'entreprise, on permette la fiscalité ne provoque pas des ventes d'entreprises. Et ce discours est entendu ou pas quand vous discutez avec les pouvoirs publics, avec les gens de Bercy? Vous avez le sentiment d'être entendu, compris, et puis ils sont un peu coincés finalement par plein d'autres choses? Je pense que la SMEP a énormément... Depuis que nous avons commencé en 1994, il y a eu des progrès énormes, et que déjà on peut transmettre des entreprises depuis 2002-2003, ce qui n'était pas le cas. Donc il y a eu des progrès importants qui ont été faits. Mais par contre, on n'est pas encore du tout dans des conditions européennes. On a toujours cette espèce de poids psychologique sur les actionnaires familiaux qui ne travaillent pas dans l'entreprise que représente l'ISF. On a aussi des difficultés parce qu'on a plus de contraintes que plusieurs autres pays européens au niveau de ces pactes. On a aussi la difficulté de pouvoir bien reconfigurer les pactes d'actionnaires. C'est important que reste dans une entreprise un actionnariat qui est motivé. Et aujourd'hui, les pactes, qui sont bien sûr mieux que ce qui existait avant, restent encore assez rigides et gagneraient à être assouplis. Je pense notamment à la possibilité de vendre lors de l'engagement individuel, c'est-à-dire après la transmission, entre membres du pacte. Si un membre de la famille n'est pas intéressé par l'entreprise et qui veut sortir, que ses frères et sœurs ou cousins, enfin ceux qui sont intéressés à l'entreprise, puissent le racheter sans qu'ils soient découragés. Voilà, c'est l'un des points sur lesquels encore on
travail. Alors, un autre sujet qui est peut-être un peu moins d'actualité, c'est l'aspect social. Vous évoquez souvent le fait que les ETI subissent, entre guillemets, les mêmes contraintes que les très grands groupes et du coup, ça les pénalise. C'est un des sujets aussi sur lesquels vous avez des propositions à faire. Il est peut-être moins, encore une fois, d'actualité, mais est-ce qu'on peut quand même en dire un mot dans cette table ronde ? On a parlé de compétitivité. Donc la compétitivité est un vrai enjeu. Beaucoup d'entre nous sont des groupes mondiaux, sont donc en concurrence avec des entreprises dans le monde entier. Et on a un véritable problème en France de coût du travail, mais ça c'est plus général, mais aussi de coût dans le fonctionnement de la représentation du personnel. Et nous, ce que nous proposons, alors c'est un nouveau chantier, c'est quelque chose qu'on a commencé depuis moins longtemps, donc on n'a pas encore pour le moment eu les résultats qu'on a eu en matière fiscale, mais ce que nous proposons, c'est que les réglementations, nous ne proposons pas de modification du mode de représentation du personnel, mais par contre, nous proposons que ce soit adapté à la taille ETI. Or, aujourd'hui, par salarié, une entreprise de 500 salariés en France paye 5 fois plus cher qu'une entreprise de 5000. Voilà. Et le surcoût que ça représente pour les ETI, on l'évalue à plus d'1 milliard d'euros. Alors, c'est des choses qui sont très simples, qui sont très basiques et plutôt de bon sens. C'est par exemple, et on en avait d'ailleurs déjà parlé l'année dernière, c'est par exemple d'unifier le comité d'entreprise et les délégués du personnel. Ce sont des réunions qui sont très semblables. Si vous avez plusieurs sites en France, vous devez faire une réunion par mois par site, 2 réunions par mois par site, vous perdez un temps fou, vos responsables perdent un temps fou, pour finalement des sujets qui sont sensiblement les mêmes. Est-ce que ce ne serait pas de bon sens de les unifier ? Ça existe déjà, c'est limité à 200 salariés. C'est par exemple que les suppléants ne viennent pas aux réunions s'ils sont suppléants. Ça fait moitié moins de gens qui sont immobilisés pour chaque réunion, et ça paraît de bon sens, d'autant plus que vous savez qu'il y a un affichage et que donc les suppléants sont parfaitement au courant de ce qui se discute. C'est que la périodicité des réunions, c'est de nouveau presque un peu basique d'expliquer ça, mais à la fin de la journée, ça représente des sommes qui sont substantielles. C'est par exemple qu'aujourd'hui, on doit faire une réunion par site, enfin par établissement, par mois. C'est d'ordre public. On peut imaginer très bien que ce soit assoupli. Ceux d'entre vous qui gèrent ce genre de problème savent très bien que, par exemple, au mois d'août, c'est plutôt difficile de faire la réunion. De nouveau, est-ce qu'on peut pas imaginer ? On sait aussi que le comité d'entreprise, à tout moment, peut demander une réunion extraordinaire. Donc, pourquoi ne pas prévoir que les réunions, qu'on puisse faire une réunion, mettons, tous les 2 mois, et que, voilà, si on a besoin d'une réunion extraordinaire, on puisse... Le fait même de le faire passer d'1 mois à 2 mois serait une économie qui serait substantielle et qui aurait un intérêt aussi, c'est que les dirigeants seraient beaucoup plus présents, parce que quand on a par exemple 3 ou 4 sites et une réunion par mois, vous pensez bien que ce n'est pas les dirigeants de l'entreprise qui sont présents à ces réunions. C'est également d'avoir un fonctionnement qui soit adapté à la taille ETI, dans le sens où on ait par exemple des expertises qui soient proportionnées à la taille ETI. On sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'abus en matière d'expertise. Alors, loin de nous l'idée de contester la possibilité pour le comité d'entreprise de demander des expertises. Par contre, il nous paraît logique qu'elle soit proportionnée à la taille de l'entreprise et éventuellement prise en partie sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise. Voilà, on peut le développer. Je ne vais pas les développer toutes parce que je vais dépasser mon temps, mais toutes ces propositions sont dans la plateforme. Il faut savoir simplement ce que ça représente, plus d'1 milliard d'euros, voilà, d'économies, dont bien sûr un tiers irait à l'État. Divisé dans On souhaite aussi, alors une autre spécificité des ETI, c'est qu'on est souvent un peu moins syndiqué que les grandes entreprises. On a moins une présence de syndicats nationaux moins importante. Et ça peut être, dans ces cas-là, un vrai blocage. C'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes pour négocier dans les entreprises parce que nous n'avons pas de syndicats nationaux représentatifs, mais nous avons des élus du personnel. C'est-à-dire nous avons un comité d'entreprise qui pourrait négocier. Ça s'est assoupli ces 5 dernières années, mais il y a encore des points de blocage qui nous paraissent absurdes. Et il nous semble assez logique que l'entreprise puisse négocier avec ses représentants du personnel, qu'ils soient syndicats nationaux ou pas syndicats nationaux. Puis le troisième point qui nous paraît important, c'est d'encourager le lien entre les salariés et l'entreprise. D'abord en maintenant, parce qu'il a commencé à être un peu écorné, le système qui est un système, on a parlé du crédit impôt recherche, il y a un autre système où la France est vraiment leader, c'est le système participation, intéressement, actionnariat salarié. Nous avons notre groupe à 26 filiales dans le monde, il n'y a pas un pays dans le monde où on a un système aussi favorable qu'en France. Et on espère que ce système sera préservé, qu'il ne sera pas écorné, parce qu'il est un vrai outil vis-à-vis de nos salariés. Également clarifier, j'en avais parlé l'année dernière
le système d'avantages en nature. Le lien avec les salariés, c'est de pouvoir aussi leur donner un produit, c'est de pouvoir, si vous fabriquez un produit, moi je fabrique des parfums, pas pouvoir donner à ma conditionneuse le parfum qu'elle me conditionne toute la journée, ça me paraît absurde et à la fin, ça crée une distance entre l'entreprise et ses salariés. Or aujourd'hui, l'URSSAF vous contrôle et repasse ça et vous taxe au prix de vente au détail. Et donc le salarié doit payer 20% de la valeur du parfum. Donc est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'avoir un montant raisonnable que l'entreprise puisse donner à son salarié qui soit plafonné, quand on sait que dans les entreprises publiques, il y a des larges avantages sans aucune taxation? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on puisse créer ce lien aussi en donnant... Voilà quelques-uns des sujets qu'aborde la commission sociale. Et je remercie au passage tous ceux qui soit y participent, soit on nous a envoyé des contributions. N'hésitez pas à le faire, on est très intéressés. Et qui va sans doute être occupé encore quelques temps quand on entend tous ces détails. Alors peut-être un dernier mot de conclusion de cette table ronde, Georges Gaspard. La première, c'était pour M. Arnaud Vessier tout à l'heure. Les charges sociales en Angleterre, nous avons une société dans laquelle il y a plus de 2000 personnes. Nous sommes à 11,5% de charges sociales, alors qu'en France, nous sommes à 42%, juste pour donner un petit peu l'écart. Ce que je voulais juste dire en finale, c'est... Nous sommes tous responsables de la connaissance des ETI dans le monde politique. Vous avez entendu M. Gilles Carrez tout à l'heure qui a dit « J'ai découvert les ETI avec M. Gattaz en 2002 ». Eh bien, je pense que notre rôle à nous, c'est de continuer à aller voir l'ensemble du monde non économique pour leur faire comprendre ce que sont nos entreprises. Nos entreprises, certes, représentent une valeur, mais cette valeur, c'est comme un immeuble, ça ne se vend pas. C'est quelque chose qui est immobile. Donc, si un certain nombre de membres de cet immeuble veulent s'en dessaisir, il faut le vendre. Or, la richesse d'une région, ce sont ces entreprises. Et il faut absolument que vous continuiez à essayer de leur expliquer les différentes difficultés que les entreprises rencontrent, parce que c'est pas tout rose d'avoir des actionnaires. Des fois, on a la chance d'en avoir qu'une dizaine, mais des fois, il y en a 100, il y en a 200. Il faut tous les mettre d'accord. C'est pas évident. Donc, je compte sur vous pour continuer le travail d'ASMEP ETI, qui est de vous le relayer au travers de vos différentes instances locales. Et on termine merci Georges, on termine simplement avec Charles sur le GEF. Finalement, vous avez expliqué un peu quels étaient ses objectifs, mais très brièvement, comment il fonctionne? Comment est-ce qu'il arrive à faire passer ses idées en fait? Il y a eu plusieurs étapes, merci beaucoup. On a mis du temps, bien sûr, mais en 2008, on a réussi à créer un groupe de travail qui a été créé sous la volonté du président Barroso. Et c'est un groupe de travail qui a été créé par la Commission européenne sur les entreprises familiales. On va bientôt le mettre sur les ETI, président Gattaz, je vous promets. Mais sur les entreprises familiales, ça a été la première étape. Et ce groupe de travail a reconnu les entreprises familiales, reconnu un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur leur rôle, leur engagement, leur volonté de se développer dans le long terme, et surtout a validé, donc au niveau européen, une définition commune de ce qu'est l'entreprise familiale. De quoi parle-t-on? Donc ça, c'est la première chose, c'est une reconnaissance au sein de ce groupe de travail. Alors, dans ce groupe de travail sont représentés les 27 européens et pas uniquement les 12 du GEF. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça fonctionne un petit peu comme ça à Bruxelles. Ce sont finalement des groupes de lobbyistes accrédités ou acceptés. Et par conséquent, à chaque fois qu'il y a un papier qui sort, enfin un papier, comme on appelle à l'anglaise les white papers, des réflexions sur différents thèmes de la part soit de la Commission, soit du Parlement, eh bien, le GEF est interrogé et y participe, donc envoie à des représentants donc, de la section DG Entreprises au niveau de la Commission ses remarques. On travaille aujourd'hui sur le papier que prépare la Commission sur la stratégie 2020, Europe 2020 par exemple, et puis on a travaillé également sur un papier qui concerne la fiscalité. Donc en permanence, on a au moins un voix au chapitre pour donner quelques petites informations. Et si vous permettez, juste une petite information, comme tu m'as présenté comme président du groupe NR et que je dois garder de très bonnes relations avec mon père usufruitier du groupe, qui est là, il est président, je suis directeur général. On se connaît depuis tellement de temps qu'il ne m'en voudra pas.
Merci de cette précision. Merci infiniment à tous les trois. Merci beaucoup. Vous restez avec moi le temps que j'explique ce qui va se passer maintenant. On va marquer une pause qui est vraiment plus une pause technique. À la limite, on peut rester ici. Vous pouvez vous rencontrer, discuter. On se donne une... Non, on me dit quelque chose ? Voilà, bah c'est parfait. Donc effectivement, le ministre sera là à 16h15. Donc ça peut être une pause Blackberry, cigarette pour ceux qui veulent aller sur la cour. Et on se retrouve ici à 16h15. Merci.